Jean-Frédéric Poisson, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir. Merci de votre accueil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci à tous ceux qui nous écoutent. Continuez à commenter cette vidéo, à la diffuser autour de vous. Et puis, mettez des pouces levés et parlez de nous, surtout, c'est important pour que l'on soit bien référencé. Alors, on va commencer par une citation, comme toujours. Vous aimez les traditions dans cette émission. J'ai choisi pour vous, ça va vous parler un petit peu, Georges Bernanos. On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas tout d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Qu'est-ce que vous évoque cette citation? C'est comme souvent chez Bernanos, c'est percutant, c'est incisif, et il a une capacité à aller directement à l'os, si je puis dire. Chesterton est comme ça aussi. Enfin, il y a quelques littérateurs de la première moitié du XXe siècle et du siècle antérieur qui sont de cette espèce. Je crois que c'est exactement le même sujet. Je me permettrai de rapprocher ça d'un autre propos, d'un philosophe que nos auditeurs connaissent peut-être pas bien parce qu'il n'est pas très connu. C'est un très grand esprit, il s'appelle Marcel de Corte, très grand philosophe belge qui a vécu au milieu du XXe siècle et qui disait « Il n'y a pas de crise morale qui ne soit d'abord une crise de l'intelligence ». Et je ne peux pas m'empêcher, en vous écoutant citer Bernanos, de penser à Marcel de Corte, pour dire au fond, il y a beaucoup de crises dans le monde dans lequel nous sommes. Il paraît qu'il y a une crise sanitaire, soit. Il y a surtout une crise politique. Il y a une crise institutionnelle, il y a une crise sociale, il y a une crise économique. Se sont rajoutées à ces crises-là sans doute une crise psychologique. Et quand je vois la foule innombrable des personnes qui sont marquées psychologiquement par les temps que nous vivons, je ne peux pas m'empêcher de faire ce constat. Une crise relationnelle d'une certaine manière, ou quelque chose qui pourrait décrire peut-être mieux que ça, la violence qui s'installe petit à petit à tous les échelons de notre vie sociale. Mais tout s'explique par une crise spirituelle. C'est-à-dire cette idée que le monde moderne a fait, comme sa religion, cette idée qu'il n'y a pas d'horizon au-delà de l'existence horizontale terrestre, pour tout dire. Et donc la mort est, pour beaucoup de nos contemporains, la fin définitive de toute forme d'existence pour eux, comme pour leurs proches et pour leurs semblables. Et évidemment que cette perspective installe de la désespérance. Alors, je ne suis pas en train de dire que il faudrait à tout prix rétablir je ne sais pas quelle forme d'obligation religieuse, de propagande. Non. Simplement le fait de se dire, et c'est une question de philosophie, ça n'est pas une question religieuse. Si chacun de nos contemporains prenait conscience du fait que nous sommes tous dotés d'une âme qui nous survivra. Les philosophes l'ont démontré depuis longtemps, le premier en date c'était Platon. C'est dire, c'est pas d'hier. Notre âme nous survivra. Il y a une perspective d'une vie au-delà de la vie terrestre qui s'ouvre devant nous. Le jour où nous en prenons conscience, alors le regard que nous portons sur notre propre existence change. Et la modernité, c'est d'une certaine manière la négation de cette dimension, ou alors, si on veut être un peu plus poli, je ne vais pas commencer par être mal élevé tout de suite, disons que la modernité a fait porter un doute extrêmement pesant sur cette réalité qui, dans les sociétés antérieures à la nôtre, relevait d'une évidence partagée. Et quand on partage cette évidence, c'est bien plus solide, bien plus fort que, au fond, n'importe quelle évidence collective, terrestre, politique ou sociale. Nous avons perdu ce socle commun. D'une certaine manière, nous courons après. Et au fond, le grand enseignement de cette crise que nous traversons avec la Covid-19, qui est encore une fois plus une crise politique de mon point de vue qu'une crise sanitaire, eh bien nous sommes en train de toucher du doigt que quand on fait de la santé, le dernier horizon de la vie terrestre, le bien au-delà duquel il n'y en a pas, ça ne peut pas fonctionner. Jean-Frédéric Poisson, vous êtes bel et bien un des rares hommes politiques avec une vie intérieure. Vous venez de... J'en sais rien. J'en sais rien. J'espère que non. Vous êtes président de VIA, La Voix du Peuple. C'était le PCD auparavant, le Parti chrétien-démocrate. Vous avez été maire de Rambouillet, vous avez été député.
chef d'entreprise également, vous avez travaillé dans les ressources humaines. Comment est-ce que vous pourriez vous présenter à ceux qui ne vous connaissent pas, peut-être avec un angle un peu plus original que les fonctions que vous avez occupées? Je suis un bon vivant. Après ce que je viens de vous dire sur la vie éternelle, dans laquelle je crois profondément, j'aime beaucoup la vie que nous avons ici-bas. Oh, j'ai eu mon lot de cabossage, d'échecs, de prise de pied dans le tapis, de trahison subie, de mauvais coups, etc. Comme tout le monde. Chacun en a sa part. Je n'ai pas fait exception à cette règle. Malgré tout ça, je crois que le ciel m'a doté d'une nature plutôt joyeuse. En réalité, je suis assez rarement de mauvaise humeur. D'ailleurs, mes collaborateurs vous diraient, s'ils n'étaient pas loin, que quand je suis de mauvaise humeur, c'est assez rare, donc ça se voit assez rapidement. J'ai pas besoin de dire que c'est le cas. Parce que voilà, j'ai la chance d'avoir ce rapport à la vie qui est joyeux, malgré les déconvenues et les difficultés. C'est un fond de tempérament que j'ai reçu. J'ai une santé de fer, Dieu merci, là encore. Je dors très peu. Quelques heures par nuit. Quand je dis quelques heures, c'est entre, allez, on va dire 4 en moyenne, 5 quand je suis fatigué, quand je suis crevé, c'est 6. Ce qui me permet d'aborder la vie, de découvrir le monde avec davantage de temps que la moyenne de mes contemporains. Je suis passionné de musique, de littérature, de jeux de société. Je suis un bridgeur absolument effréné. Et si j'avais le temps, je ne ferais que ça, je pense. Mais comme m'a dit un de mes amis, le bon Dieu t'a pas mis sur terre pour jouer aux cartes, donc il faut bien que je m'occupe autrement. Je suis un dévoreur de romans policiers. Je passe une partie de mon temps considérable à écrire, avec un crayon et un papier, parce que je sais écrire avec un clavier, mais rien ne remplace la sensation du grattage de la plume sur le papier, et de préférence avec plusieurs stylos, ça dépend de son humeur, c'est comme les cravates ou d'autres choses comme celle-là. Voilà, donc j'ai une approche de l'existence, je crois, qui est celle d'un bon vivant. Je ne suis pas catholique pour rien. Les catholiques aiment la vie. Ils aiment les différents aspects de la vie, et moi, en tout cas, je vois bien et je sais que il y a dans chaque circonstance de la vie que nous rencontrons, chaque personne que nous rencontrons, chaque propos que nous recevons, quelque chose de bien, quelque chose de vrai, quelque chose de beau à découvrir. Saint Thomas d'Aquin, qui est mon maître, dit à plusieurs reprises: il n'y a pas de discours aussi faux qu'il ne contienne une part de vérité. Je pense que si je devais dire quelle est mon attitude intellectuelle à l'égard du monde, j'essaye, quand quelqu'un dit quelque chose, de me dire, mais il y a un truc sur lequel il a raison. Je vais essayer de savoir ce que c'est. C'est un très grand handicap dans la vie politique, parce que, surtout, par les temps qui courent, il vaut mieux, vaut mieux pratiquer le direct du droit que l'esquive. Ou cette idée, comme les judokas que j'ai été quand j'étais petit, d'abord recevoir l'attaque pour répondre, mais en souplesse et tranquillement, c'est pas dans les mœurs politiques du temps. On préfère la boxe au judo. Bon, c'est pas très grave, ça m'empêche pas de continuer sur ce registre. Alors par ailleurs, j'ai tous les défauts du monde, je suis un mâle blanc de droite, croyant chrétien, chasseur, buveur de vin, bourguignon et franc-comtois, ravi que ma femme soit une femme et moi ravi d'être un homme. Donc j'ai tous les défauts du monde. Je ne sais pas ce que je fais dans ce monde-là, et en plus, dans le monde darwiniste où nous sommes, le philosophe que je suis n'aurait jamais dû survivre. Donc manque de bol pour mes opposants, je suis encore là. Ça vous va comme présentation? Oui, très bien. Certains de vos défauts, d'ailleurs. Oui, je les revendique. Et vous revendiquez catholique, vous venez de le dire. Et alors, j'ai découvert une chose que je ne savais pas de vous avant cet entretien, c'est que vous êtes converti. Vous n'êtes pas né catholique. Non. Vous étiez d'une famille agnostique, oui, athée, je ne sais pas comment vous la définiriez. Est-ce que vous pourriez raconter cette conversion? Oui, je peux. Je suis né d'une famille qui était catholique de culture, comme la génération de mes parents l'était. Mes frères et sœurs et moi, nous avons été baptisés parce que ça se faisait, et parce que il n'était pas question que ça ne se fît pas. Pour le coup, c'était comme ça. J'ai grandi dans une famille effectivement agnostique, très esquintée par les troubles de la vie sociale. Mon père a été un des premiers chômeurs de longue durée de la vie économique française. Il a perdu, à cause du choc pétrolier de 1973,
son travail dans une entreprise dans laquelle il travaillait dans le sud de la Drôme, où nous habitions. Il a pris sa retraite 19 ans ou 20 ans plus tard, tandis que je compte bien, 29 ans plus tard. En 29 ans, il n'a jamais retrouvé de contrat à durée indéterminée pendant toute la fin de sa vie professionnelle. Il est resté dans la Drôme? Non, nous sommes venus en Île-de-France. J'ai passé une quinzaine d'années de ma vie dans les banlieues nord de Paris, dans les HLM de Villeneuve-la-Garenne, dans un milieu social assez bigarré pour le coup. C'est pour ça que je suis intarissable sur la mixité sociale, ethnique, etc. Enfin, voilà. Et donc, j'ai grandi dans un milieu très cabossé. Les difficultés professionnelles de ma famille ont beaucoup esquinté le couple de mes parents. Et puis voilà, j'ai mené la vie d'un adolescent souvent laissé à lui-même. Je suis devenu un décrocheur scolaire extrêmement performant et très énergique. Et j'étais très bon dans cette catégorie, je dois dire. Et puis, je suis retourné à l'école parce que la perspective, sur l'insistance d'ailleurs de mes parents et particulièrement de ma mère, qui se désespérait à l'idée de voir son fils devenir on ne savait pas quoi. Bon. Je suis retourné à l'école ensuite, et puis j'ai découvert en terminale la philosophie d'abord, ce qui a été la grande découverte de ma vie. Et quelques mois plus tard, un matin de janvier 82, cette espèce de je ne sais pas comment vous dire, c'est pas une certitude, c'est pas une conviction, c'est même pas un sentiment, c'est une très profonde joie spirituelle qui donne le fait qu'on sait qu'on est aimé de Dieu. Je menais, comme disait ma grand-mère à l'époque, une vie de bâton de chaise, De patachon. Oui, de patachon, c'était ça, c'était les expressions de l'époque. Ça dit bien ce que ça veut dire, on ne sait pas très bien le contenu, mais tant mieux, d'une certaine façon. Et je me suis dit, alors même malgré ça, malgré toutes les bêtises que j'ai pu faire, et j'en ai fait quelques-unes tout de même, le bon Dieu m'aime donc. Et c'est ça qui a provoqué ce matin d'un mois de janvier, un samedi matin de mois de janvier 1982, pendant un cours de philosophie, qui a provoqué mon enracinement dans la foi catholique que je n'ai pas quitté depuis. C'est pas un pilier de Notre-Dame, c'était dans une salle de classe? C'est une salle de classe. J'étais évidemment... De quel philosophe parlait-on? On ne parlait pas d'un philosophe en particulier. Le professeur qui nous enseignait ce jour-là faisait un cours sur les 3 attitudes de la conscience à l'égard du passé, c'est-à-dire le regret, le remords et le repentir. Voilà quelle était la matière du cours de ce matin-là. J'étais à l'avant-dernier rang, à droite du bureau du professeur, au fond de la classe. Selon le cliché, mais si vous allez au lycée Montalembert à Courbevoie, dans cette salle de classe, elle est encore là. Je suis passé devant il y a encore pas quelques jours. La fenêtre est encore là. Il y avait juste en dessous un radiateur. La fenêtre était trop haute pour qu'on regarde à travers. Donc pas de bol, mais j'avais comme le radiateur. Et j'étais au fond de la classe. Et voilà, j'ai été touché ce jour-là par... je crois que le bon Dieu m'a attrapé par le col et il ne m'a jamais lâché. Et moi, j'essaye de ne pas le lâcher non plus. Le regret, le remords, le repentir, pour revenir à un aspect plus politique, est-ce que vous en avez dans votre carrière, qui commence à être assez longue? Des remords, non. Les repentirs, je crois qu'il n'y a pas d'objet, parce que je ne me souviens pas d'avoir offensé ni trahi quiconque en 30 ans de vie politique, ou disons 25 comme élu. Des regrets, oui, bien sûr. On en a toujours, il faut apprendre à vivre avec. D'ailleurs, c'est ça qui rend sage aussi. Des choses que peut-être on n'a pas suffisamment comprises. Je me souviens de décisions comme élu local que j'aurais dû prendre plus tôt ou autrement. Mais ce sont des choses de gestion. Ça ne fait pas ça n'a pas changé la face du monde. Et je ne crois pas avoir d'ailleurs jamais été en situation de pouvoir la changer, cette face du monde. Des regrets, oui, on en a toujours, d'avoir le sentiment de ne pas être assez entendu, peut-être pas bien compris. Beaucoup de responsables politiques ont le sentiment qu'ils ont des choses très importantes à dire et que personne ne les entend. Et comment dire, à l'exception d'une petite demi-douzaine ou une dizaine d'entre nous, c'est une impression assez largement partagée. Des regrets de voir que des choses importantes que nous avons engagées ou auxquelles nous avons participé, je parle de moi mais de mes adhérents, de nos militants, comme par exemple le rassemblement auquel vous avez vous-même œuvré sur la question du rassemblement des gens de bonne volonté, ou ce qu'on appelle communément l'union des droites, d'une manière un peu restrictive à mon point de vue, mais on en reparlera certainement. Voilà. Tout ça, que ça marche pas assez vite, de voir regret de voir la France se déliter à une vitesse qui m'inquiète et qui m'attriste à la fois.
Mais je crois pouvoir dire que, d'ailleurs ça m'est reconnu, y compris par mes adversaires les plus farouches, j'ai tâché, en tout cas dans l'exercice de mes fonctions politiques, de consacrer toute l'énergie que je pouvais, toute la sincérité que je pouvais et toute la force de travail que je pouvais accumuler pour défendre ce à quoi je crois sans jamais varier. Voilà, c'est la manière dont j'ai tâché d'exercer mes responsabilités politiques, donc ça ne me laisse pas de regret. On va parler des thématiques que vous auriez souhaité peut-être porter plus haut, faire davantage apparaître dans l'espace public. Mais déjà, parlons des combats que vous avez menés et dont vous êtes le plus fier. Bien sûr, la bioéthique, c'est parmi les premiers ouvrages que vous avez écrits. C'était votre sujet. J'ai le sentiment que c'était peut-être la principale raison de votre engagement public au-delà de la gestion locale. Je me trompe peut-être. Non. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce combat en particulier ? C'est-à-dire, c'est un point de jonction. C'est un point de jonction entre les travaux intellectuels que j'avais conduits à l'université et puis le motif de mon engagement politique. J'avais fait un mémoire de maîtrise à Paris 4 à la Sorbonne où j'étais étudiant après des études de philosophie à l'IPC à Paris. l'IPC où a étudié Charlotte Dornelas, par exemple, oui, puis également Fabrice Divisio. Enfin, on a plusieurs invités. L'IPC donne une qualité d'argumentaire et de propreté dans la réflexion qui est très agréable. Oui, c'est notre ambition. J'ai l'honneur d'avoir présidé cet établissement pendant quelques années. J'en ai été administrateur pendant près de 20 ans. Et j'en suis un ancien étudiant. Et c'est une belle école qui forme le jugement. Plutôt que d'accumuler des connaissances. Enfin, nous essayons de former des esprits et des personnes. Alors, c'est plus ingrat, mais ça fait parfois, en tout cas, de beaux résultats. J'avais donc travaillé sur la question du darwinisme et du statut du hasard donc un sujet sur la biologie, l'évolution de la matière, de la nature, etc. J'ai fait mon mémoire de DEA. À l'époque, on ne parlait pas de master. C'était dans une époque reculée. Nous étions au XXe siècle. C'est déjà très ancien. Sur la question de savoir s'il y a une métaphysique spécifique de la droite politique et de la gauche politique. Est-ce qu'il y a des visions du monde intemporelles auxquelles pourraient se rattacher ces deux manières de voir pratiquement l'organisation des sociétés et donc la vision du monde. Et j'ai fait ma thèse de doctorat sur la bioéthique, c'est-à-dire la jonction en réalité de la politique et de la biologie, puisque la question de la bioéthique, au fond, c'est ça. C'est comment le politique se rend maître de l'univers du vivant et de la biologie en particulier. Et pourquoi comment il le fait et pourquoi il ne le devrait pas. C'est ça la question de la bioéthique. Et il se trouve que j'avais pas encore complètement dans l'idée le fait de faire ce travail. Je n'étais même pas parti pour entrer et m'engager en politique de quelque manière que ce soit. Je rencontre à la Toussaint 1993 Christine Boutin qui intervenait dans un colloque où elle évoquait la question du statut de l'embryon et des lois françaises de bioéthique qui étaient en cours de discussion au Parlement, qui devaient être adoptées au printemps suivant, en avril 1994. Et donc, quelques mois auparavant, je l'entends dans une conférence. Et puis, moi, j'étais à l'époque directeur des ressources humaines. Je venais de quitter le groupe industriel dont j'étais le DRH. Jeune, trop jeune, sans doute, DRH. Pas du tout d'intention de m'engager en politique. Et je vais la voir à la fin de la conférence et je lui dis, Madame, votre combat me paraît juste... j'ai un peu de temps puisque je n'ai pas d'emploi pour l'instant. Si vous voulez que je vous aide à travailler sur ces sujets que je connais un peu, sur lesquels je peux vous aider, je veux bien. Voilà, ça devait prendre la forme de quelques notes, par-ci, par-là. Je suis devenu son directeur de campagne quelques semaines plus tard. Quelques mois plus tard, son directeur de cabinet, ce qui devait durer quelques jours, a duré 10 ans. Et donc, je suis entré en politique par ce biais, à cause de la volonté commune que j'avais avec Christine Boutin et beaucoup d'autres personnes d'essayer de défendre le statut de l'embryon humain dans le droit français. Nous n'y sommes pas arrivés, mais nous avons assez régulièrement pris des beignes dans ces combats de bioéthique, encore tout récemment, au Parlement. Mais oui, c'est le fondement de mon engagement, mais d'une certaine manière, je crois avoir passé ma vie à essayer d'améliorer le sort de mes contemporains. J'y suis pas pour grand-chose. Ça s'est fait parfois malgré moi. Enfin, il a fallu que je sois d'accord, bien entendu, pour le faire. Mais quand j'étais à Villeneuve-la-Garenne, j'ai été un très jeune secrétaire
la Maison des jeunes et de la culture locale. J'en suis devenu secrétaire à 19 ans, président à 19. Nous avons essayé de monter des cours d'alphabétisation, nous avons monté tous les systèmes d'orientation pour les jeunes qui étaient un peu désorientés en quittant le système scolaire. On a fait des tas de choses à caractère social que les maisons des jeunes de l'époque pouvaient encore faire assez librement. J'ai été directeur de colonie de vacances en accueillant des enfants de Dadas, j'ai été enseignant, je me suis occupé de ressources humaines, je fais de la politique maintenant. Enfin, le fil directeur de mon existence, c'est ça, c'est d'essayer de m'occuper de mes contemporains. Pourquoi ne le comprennent-ils pas? Je pense à certains combats qui sembleraient... La GPA, par exemple. Vous aviez prévu tout ce fil qui allait du PAX à la GPA, absolument, en passant par le mariage pour tous. C'était visible. Et à chaque fois, on promettait qu'il n'y aurait rien au-delà, que cela s'arrêterait à la réforme suivante. Et en fait, ça va toujours plus loin. Je pense que... Comment vous l'expliquez que malgré vos avertissements, malgré vos combats... D'abord, l'explication se trouve dans l'Évangile. Quelque part dans l'Évangile, Jésus lui-même dit « Nul n'est prophète en son pays ». Enfin, c'était, autant que je me souviens, les lectures de dimanche dernier. Donc, voilà, je ne suis pas le premier à ne pas être entendu dans son propre périmètre. Vous n'avez pas été précipité de la falaise? Non, pas encore. Pas encore. Mais on a été nombreux à avertir, par ailleurs. Je suis en avoir été le seul à le faire. Et des génies de la génération qui nous a précédés. C'est notre monde, d'une certaine manière, le paysage du milieu français pro-vie, pour dire des choses. N'a pas réussi à se faire entendre parce que je pense que nos contemporains, ça rejoint votre citation initiale, je pense que nos contemporains sont peut-être davantage accaparés par une forme d'aisance, une forme de confort. Je pense, en vous répondant à cette phrase qu'on prête au général de Gaulle, qui, en rentrant de la tournée des Popotes, dit à son gendre, au général de Boissieu, ils sont dans la même voiture, je ne sais pas s'ils sont ou dans l'avion ou en rentrant à Paris, et le général de Boissieu lui reproche, il a compris que de Gaulle va accorder l'indépendance à l'Algérie, il le reproche au chef de l'État, et de Gaulle lui répond, ce n'est pas de ma faute si les Français ont préféré la Dauphine à la grandeur. Il y a une forme d'exigence, comment dire, que en dehors de l'excellence économique, de la performance mesurable, de la richesse qu'on peut accumuler, tout ça sont des choses qui ont encore du sens pour les hommes contemporains occidentaux. Dès qu'on dépasse cette sphère, il est plus difficile de se faire entendre et d'appeler à une certaine forme de renoncement, de sacrifice, de faire comprendre que les circonstances dans lesquelles on peut acquérir des biens spirituels sans renoncer à une partie au moins de ces biens matériels sont extrêmement rares. Et je ne suis pas sûr que la société contemporaine soit prête à renoncer à une partie de ses biens matériels. C'est exactement ce qu'on voit d'ailleurs avec la gestion de la crise sanitaire. Et je comprends que des générations entières de personnes, qui soient d'ailleurs jeunes ou moins jeunes, se disent « mais moi, pour des questions de confort, je veux pouvoir aller boire un verre au bistrot avec mes amis, donc je vais aller me faire vacciner. » Bien. J'ai rien contre la liberté des gens qui veulent être vaccinés, c'est leur droit, ça les regarde, et je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. C'est l'enchaînement du raisonnement qui m'intéresse. C'est qu'au fond, il est très confortable de voir ses amis, évidemment, très agréable d'aller boire une bière à la terrasse d'un café avec les 10 amis, et quand on veut, j'ai suffisamment moi-même sacrifié à ça pour comprendre qu'il y a un agrément absolument incomparable à profiter de ce genre de circonstances, nous sommes d'accord, mais le cheminement par lequel on arrive à se dire, mais au fond, peu importe d'une certaine manière les conséquences, l'impact social qu'aura le fait que je me fasse vacciner, parce que malgré tout, ça a une forme d'impact social. Il n'y a pas d'acte personnel qu'on pose qui ne soit pas paré d'une dimension politique d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre. Bon. Tout ça est évacué. Et donc, nous ne sommes pas entendus parce que nous sommes dans une société qui devient la société des forts, qui devient la société du droit des forts sur tous ceux qui sont moins forts. Et c'est parce que nous sommes dans une société des forts que le droit à l'enfance est installé au détriment du droit des enfants. La clé, la rupture, c'est celle-là. Est-ce qu'il y a des zones grises, je pense, par exemple, est-ce que vous êtes favorable ou opposé à la procréation médicalement assistée pour des couples stériles?
ne parviennent pas à avoir d'enfants. C'est une question affreusement difficile. C'est pour ça que je parlais de zone grise. C'est affreusement difficile. Il faut être à la fois comment dire, prudent, parce qu'on touche là à des questions qui sont douloureuses pour les personnes qui sont concernées, extrêmement douloureuses. Et en face de cette douleur, il y a la réalité qui veut que, à chaque fois qu'on substitue quelque chose qui est technique ou artificiel à l'ordre naturel ou comment dire, à la nature qui doit faire son œuvre, l'humanité perd quelque chose d'elle-même. Et on ne sait pas quantifier précisément ce qu'elle perd d'elle-même. Il y a quelque chose d'une certaine manière d'affaiblissant dans le fait de préférer l'artifice à la nature. Même si, dans ce cas précis, l'artifice viendrait, je mets des guillemets parce qu'il n'est pas certain, viendrait combler un manque ou pallier quelque chose qui serait déficient. Il faut faire très attention à chaque fois qu'on nous propose d'oublier l'ordre dans lequel la nature nous inscrit pour préférer des choses qui sont l'invention de l'homme. J'ai davantage confiance dans la création que nous recevons du Créateur que dans l'intelligence humaine. Mais peut-être que j'ai tort. D'autres combats que vous êtes fiers d'avoir menés, oui, dans d'autres domaines que la bioéthique? Ah oui, deux en particulier qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est très clairement le fait ça continue d'ailleurs d'être extrêmement attentif à ce qui se passe dans le monde du travail. Parce que, d'abord, c'est mon tropisme personnel, c'est mon premier métier, d'une certaine manière. Je mets entre parenthèses les années pendant lesquelles j'étais enseignant. Elles sont assez peu nombreuses pour dire que ça a été mon métier. Enfin, j'ai exercé cette profession quand même pendant quelques temps. Je continue d'ailleurs à enseigner de manière sporadique ou ponctuelle plutôt, de temps à autre. Et j'ai vu évoluer de manière extrêmement sensible, extrêmement nette, les relations dans le monde du travail dans le sens d'une brutalité toujours accrue. Je pense pouvoir dire que on voyait dès la fin des années 90, il y a donc une vingtaine d'années, pointer ce qui est aujourd'hui une règle, malheureusement, ou plutôt qu'une règle, une habitude, une mauvaise habitude, celle de donner davantage confiance au tableau de bord et aux mécanismes de gestion que relation entre les personnes. Et je vois les dégâts que ça fait aujourd'hui. J'ai travaillé pendant mes 2 mandats à l'Assemblée nationale à la prévention des risques psychosociaux, renforcement du dialogue social, à faire prendre en compte davantage l'amélioration du sort des personnes dans les organisations de travail. Et je crois que c'est un élément tellement important de la vie humaine que ça, c'est un combat que je continue à mener parce que ça me paraît absolument essentiel. Et puis, il y a la question des prisons, le sort des détenus. Je me souviens que quelque part dans l'écriture, il est écrit que il faut prendre soin des prisonniers, même ceux qui ont commis des fautes graves, même ceux qui n'en sortiront pas, parce que un prisonnier ne perd que le droit de circuler librement, c'est le seul droit qu'il perd, en toute justice. D'ailleurs, la justice ne dit pas autre chose. Et à oublier cette dimension humaine, de dignité humaine, dont tous les détenus de Français de Navarre sont sujets, eh bien, on en arrive à fabriquer des récidivistes par train entier. Le paradoxe de la société française, c'est qu'elle se plaint à la fois des taux de récidive, mais qu'elle ne s'intéresse pas aux conditions de détention de ceux qui sont des criminels ou des délinquants. C'est incohérent. Si vous ne voulez pas de récidive, alors il faut traiter correctement. Ça ne veut pas dire leur laisser faire ce qu'ils veulent. Je ne suis pas favorable aux prisons sans mur. Je crois que ceux qui considèrent qu'il peut y avoir des prisons 5 étoiles, comme je l'entends de temps en temps, n'ont jamais sans doute de leur vie mis les pieds dans un centre de détention ou dans une maison d'arrêt. Et pour l'avoir fait je ne sais pas combien de fois, je peux vous garantir que la seule envie qu'on a quand on y est, c'est d'en sortir, même quand on y va, comme au Monopoly, en simple visite. Donc vraiment, il y a cette exigence de dignité qui est, je crois, le fil conducteur de ma vie intellectuelle et de ma vie politique.
vous parliez du travail, de l'importance qu'avaient globalement les questions sociales pour vous. Vous vous définiriez comment, je sais que c'est une question compliquée, un peu piège, mais par rapport à la notion, l'idéologie libérale, la notion de libéralisme? Il faudrait d'abord s'entendre sur le mot. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est piégé, c'est que... Non. Mais si vous pouvez nous donner votre définition du libéralisme, votre positionnement vis-à-vis de cette idéologie. Le problème, c'est que libéralisme est un mot valise un peu. Est-ce que je suis libéral au sens où je reconnais les vertus de l'économie de marché, de la libre entreprise et de la responsabilité individuelle, bien plus que la planification, le collectivisme, etc. Alors, sans aucune espèce de doute, bien sûr que oui. D'abord parce que je le pratique moi, c'est mon activité professionnelle aujourd'hui est celle d'un entrepreneur privé. Deuxièmement parce que je le constate à titre expérimental dans l'histoire, et troisièmement parce que si je ne le constatais pas, des esprits bien plus avertis que le mien ont dit tout ce qu'il fallait en penser, et donc je sais bien que cette économie de marché est la seule qui fonctionne, et sans aucune espèce de comparaison possible. Enfin, il n'y a pas de... si maintenant on entend par libéralisme le fait que, au nom de cette supériorité du libéralisme sur le collectivisme, ou de l'économie de marché sur l'économie planifiée ou d'État, la relation de commerce doit devenir la relation, d'une certaine manière, pivot, ou la clé de toutes les autres, au point que toutes les autres relations doivent servir, en définitive, d'éléments qui favorisent la liberté de commercer et de produire des richesses sans entrave. Alors là, je commence à ne plus être libéral. Et si j'en rajoute une couche, si vous me permettez cette trivialité, en disant au fond, la seule chose qui permettrait de faire fonctionner ce système que je viens de décrire, pas le premier étage, le deuxième, il faut une autonomie complète et parfaite de l'individu, qui doit pouvoir faire tout ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, donner satisfaction à toutes ses aspirations, tous ses désirs. La Constitution américaine, d'une certaine façon, rien ne doit pouvoir venir entraver la quête du bonheur de chacun des citoyens, dans le cadre d'une autonomie qui serait parfaite, c'est-à-dire sans autre contrainte que celle que m'impose la présence de quelqu'un à côté de moi. Autrement dit, la capacité de définir à soi-même sa propre loi, la autonomos des Grecs, c'est-à-dire au sens fort. Je suis moi-même la source des lois auxquelles j'obéis. Là, je ne suis pas libéral du tout. Donc je suis libéral au sens, oui, où je reconnais la vertu de l'échange, et même du commerce, bien sûr, et de l'économie de marché, à partir du moment où elle devient une domination. C'est ce qu'on vit dans le monde d'aujourd'hui, pour être clair. Quand on en arrive à ce que vous pouvez, en sortant d'ici, dans 20 minutes, acheter un bébé sur Internet en déterminant ses caractéristiques génétiques, et donc que les enfants eux-mêmes deviennent des enfants, pas des poupées, pas des photos, des vrais enfants, deviennent objets d'un marché avec un acheteur, un vendeur, donc un prix, un délai de livraison, des garanties de qualité, tout ce qui s'ensuit, parce que c'est ça qui est exactement en train de se dérouler sous nos yeux. C'est encore interdit en France jusque-là. C'est pas permis en France, mais c'est accessible. Depuis la France, avec des fournisseurs d'accès français, des numéros de téléphone fournis par des opérateurs français, et des salons qui font la promotion de ces entreprises et qui, eux, ont pignon sur rue en France, dans les hôtels parisiens, et dans des lieux dans lesquels on pratique des expositions de manière régulière. Donc c'est interdit, sauf que c'est pas interdit, comme dirait l'autre. On le tolère. Et si c'est toléré, c'est permis. Je ne veux pas se raconter d'histoire. Donc ça, c'est l'effet. Ça, c'est l'effet de la liberté de l'échange, de la volonté de laisser filer l'économie de marché sans limite. Et moi, je ne peux pas être d'accord avec ce type d'échange-là. Donc je suis pour l'économie de marché, mais je constate, et c'est d'ailleurs en cohérence avec ma propre philosophie, à partir du moment où on déconnecte la sphère des échanges économiques de la dignité de l'homme, c'est-à-dire quand on prend comme référence le libre fonctionnement du marché de manière autonome, c'est-à-dire en fait le mécanisme de l'offre et de la demande, pour dire les choses rapidement, quoi que ce soit. Et quand on déconnecte ça de l'exigence de respect de la dignité humaine, alors ça part n'importe où. C'est exactement le monde dans lequel nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Puisque votre définition est très convaincante, je vais vous donner un autre mot, le conservatisme. Est-ce que d'abord vous vous revendiquez conservateur, et politiquement en France, parce qu'il n'a pas les mêmes définitions, en tout cas légèrement différentes dans les pays anglo-saxons, voilà, comment vous définiriez le conservatisme, et est-ce que ce courant a de l'avenir? Je suis, oui, exactement un conservateur. Il n'y a pas de doute là-dessus.
J'aime moi-même me définir d'ailleurs comme un conservateur social ou un chrétien social, ce qui de mon point de vue est à peu près synonyme. Ce que je crois, c'est que être conservateur, ça veut dire accepter cette idée que le respect est une valeur fondamentale. Je m'explique. Le mot respect, dans son étymologie, indique que il est important dans l'existence de regarder derrière soi. Respecter, ça veut dire s'arrêter, regarder derrière soi pour savoir ce qui s'est passé ou ce qui nous précède, le considérer et s'en nourrir pour faire en sorte que on puisse agir au mieux dans les temps qui sont devant nous. Un conservateur, c'est quelqu'un qui considère que il y a beaucoup de choses à recevoir des temps passés, beaucoup de choses à transmettre aux générations qui viennent, et que puisque nous avons beaucoup de choses à considérer du passé et à transmettre, eh bien, il faut les connaître, il faut les respecter, il faut les recevoir comme elles sont, il faut essayer de transmettre ce qui est transmissible, laisser de côté ce qui ne l'est pas, et il y a évidemment des choses qui ne le sont pas, et prendre conscience en tout cas que nous sommes non pas à devoir à chaque génération faire table rase de ce qui était avant nous, ce qui est absurde, parce qu'il n'y a jamais une génération qui arrive, qui s'arrête, puis une autre qui arrive, enfin, tout ça est un flux continu. Bon. Mais c'est de se dire au fond, voilà, le passé, dans la manière dont je dois concevoir la conduite de mon existence personnelle et la manière dont je dois concevoir l'existence collective de la société dans laquelle je vis, le passé a une importance au moins aussi conséquente que les projets que je peux légitimement nourrir. Et on ne peut pas imaginer d'être heureux individuellement ou collectivement en ignorant ce qui s'est passé avant nous et en refusant de s'en nourrir. Voilà ce que c'est un conservateur. Cette idée que, premièrement, c'est une considération de respect à l'égard de ce qui s'est passé avant nous. Deuxièmement, cette idée qu'il y a dans la vie humaine, individuelle ou collective, des invariants. Il y a des choses qui ne changent jamais. Quels que soient les temps, quelles que soient les époques, de crise, de prospérité. Quand on lit les ouvrages des philosophes grecs sur la vie des cités de l'époque, ou des historiens ou latins, grecs, enfin je prends l'Antiquité parce que c'est la période dont nous avons les traces les plus précises et qui est culturellement la plus proche de ce que nous sommes nous. Enfin, on est frappé de la permanence des constats et des problèmes qu'ils avaient. Les grands historiens grecs se plaignaient déjà du fait que des gens étaient ignorants des traditions et que quand ils étaient ignorants des traditions, ils faisaient n'importe quoi, pour dire les choses rapidement. Donc au fond, ces invariants dans la conduite des sociétés, il faut les connaître, il faut s'en nourrir, là aussi les respecter. Il n'y a pas de société qui fonctionne sans que la cellule familiale soit respectée et protégée. Il n'y a pas de société qui fonctionne sans que les droits fondamentaux de chaque personne humaine soient protégés et respectés. Le droit de vivre, le droit de travailler, le droit de fonder une famille, celui d'éduquer ses enfants comme il ou elle veut, le droit d'accéder à un travail, le droit à la propriété. Voilà. Si vous ne respectez pas ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Alors après... C'est les droits de l'homme. Oui, alors entendons-nous, ce sont les droits de l'homme avant la déclaration des droits de l'homme. C'est-à-dire ces droits de l'homme existaient avant qu'ils ne fussent déclarés par la Révolution française. Enfin, il y a une espèce de... Ce sont les droits naturels de l'homme, si vous préférez l'homme. Après, vous pouvez organiser la société comme vous voulez sur le plan politique. Qu'on soit dans une monarchie, une oligarchie, une république, une démocratie, ça n'a aucune importance. Les régimes sont accidentels. La grande erreur de la modernité, c'est de considérer que les hommes ne sont heureux que dans un seul type de régime. C'est-à-dire, il faut absolument être dans une démocratie représentative pour que la société soit heureuse. C'est une ânerie. L'histoire humaine raconte le contraire. Et d'ailleurs, l'histoire contemporaine raconte aussi le contraire. Vous allez en Europe, il y a des tas de pays qui ne sont pas des démocraties, des républiques, où les gens vivent aussi bien qu'en France. Donc ce n'est pas une question de régime. C'est une question de respect de la personne humaine et d'incarnation de ce respect dans des droits concrets. Et là, je deviens marxiste quelques secondes. Je me méfie beaucoup des droits formels, c'est-à-dire qu'ils sont écrits, qui n'ont aucune espèce de conséquence, et je préfère les droits réels, quitte à ce qu'ils ne soient pas écrits, mais pourvu qu'ils soient vécus. Donc voilà ce que c'est un conservateur. C'est quelqu'un qui dit « Je respecte le passé pour ce qu'il est, j'ai confiance dans ce que le passé doit m'apporter, je sais qu'il m'apporte des choses et qui me sont utiles pour la vie que je dois mener,
Et j'essaye de trouver dans ce passé les invariants dont j'ai besoin pour conduire mon existence personnelle comme collective. Un conservateur, c'est ça. Est-ce qu'un conservateur est forcément catholique, Non, chrétien? bien sûr que non. Non, bien sûr que non. Alors, autre question qui est liée à celle-ci, est-ce que vous pensez que la culture française est faite pour mêler, comme c'était un peu le cas avec le Parti chrétien-démocrate, une religion et le combat politique? Nous n'avons jamais mêlé la religion et le combat politique. Nous nous appelions Parti chrétien-démocrate pour une raison, c'est que nous trouvons dans la culture chrétienne, dans la philosophie sociale chrétienne, dans la pensée sociale chrétienne, d'autres diraient dans la doctrine sociale de l'Église. La pensée sociale chrétienne inclut aussi les réflexions des protestants et des orthodoxes qui sont très riches en matière sociale. Nous trouvons dans cette tradition de quoi nourrir notre propre engagement politique. Et quel est le point commun de tous ces apports, de toutes ces traditions? C'est cette évidence, mais qui n'en est plus une aujourd'hui malheureusement, que la personne humaine est digne, qu'elle tient sa dignité au fait qu'elle existe comme une créature, qu'elle ne se crée pas elle-même, elle est créée dans la conception chrétienne par Dieu, et que même si on n'imagine pas ou on n'accepte pas l'idée qu'elle soit créée par Dieu, le simple fait qu'elle existe lui vaut d'être respectée depuis le moment de sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Voilà quel est le socle commun de conviction de tous ceux qui ont essayé de penser la société d'un point de vue chrétien, sur le plan social, comme sur le plan économique, comme sur le plan politique. C'est la très belle phrase d'Edmond Michelet, grand résistant, et grand chrétien lui aussi. Si une seule personne est exclue de la cité, alors moi-même je refuse d'y entrer. Ce projet s'adresse à tout le monde. Il est universel par définition. Et la dignité humaine s'entend sans condition, sans exception et sans restriction. Si on sort de ça, alors on rentre dans des mécaniques de tri. On est obligé de demander à la société de dire alors tout le monde n'est pas humain, alors dites-nous qui l'est et qui ne l'est pas. Et dites-nous pourquoi ceux qui le sont, et dites-nous pourquoi ceux qui ne le sont pas, ne le sont pas. J'ai pas besoin de vous faire de dessin. Vous pouvez assez facilement mobiliser dans votre mémoire, d'ailleurs nos auditeurs aussi, des périodes sombres de notre histoire, comme on dit de temps en temps à juste raison, pendant lesquelles on a fait ce tri. Évidemment. Et vous voyez bien qu'à partir du moment où on refuse cette idée simple que ça n'est pas à un homme de décider qui d'autre que lui est digne, ça se reçoit. Ça aussi, ça se respecte. Ça aussi, c'est antérieur ou extérieur. Les deux à la fois à notre propre volonté individuelle et même à la volonté collective. Un homme est là, une personne humaine est là, elle doit être respectée. Point. Et à partir de là, on essaie de concevoir la société. Et encore une fois, vous pouvez l'aménager de 100 façons différentes. Et selon que vous êtes en Amérique du Sud, en Australie, en Asie du Sud-Est ou en Europe du Nord, évidemment qu'il y aura des différences. Et peu importe le régime, d'une certaine façon, c'est pas ça le sujet. Est-ce qu'on respecte les hommes dans cette organisation sociale ou pas? C'est ça la question. Donc il ne s'agit pas de religion ici. Il s'agit de savoir si on est d'accord pour constater que la dignité de celui qui est en face de moi s'impose à moi. Je n'ai pas de consentement à donner. Ça s'impose. Dans la philosophie moderne, c'est ce grand penseur qui s'appelle Emmanuel Lévinas, qui est également le propagateur de cette idée très simple, le visage d'autrui. En dehors de me dire quelque chose de lui, il me dit qu'il est là et que il me dit l'obligation que j'ai de les respecter comme l'expression d'une personne lui aussi. Et je n'ai pas le droit de me poser la question de savoir si je peux le respecter ou pas. Ça s'impose à moi. Ça s'impose à moi. Autre manière de dire que j'ai sans doute davantage de devoirs que de droits, ou même j'ai des devoirs avant d'avoir des droits. Voilà. Ça, c'est une vision qui est très conforme à la pensée sociale chrétienne, mais qui n'est pas religieuse. Vous étiez exceptionnellement, on va retomber très 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 bas vers la politique la plus, dans son aspect le plus trivial. Vous êtes d'accord avec Gabriel Attal, qui a dit tout récemment, effectivement, que... Ça m'étonnerait que je sois d'accord avec lui, ça peut arriver. Plus de devoirs que de droits. Il a sorti cette phrase. Oui. Beaucoup choqué, mais c'était intéressant. J'ai bien entendu, c'était sur un sujet où je pense que vous avez un désaccord, mais c'était intéressant de voir qu'il y a une réaction très violente. C'est difficile en France de dire qu'on peut avoir des devoirs en face de droits. Mais je ne crois pas que ce soit si difficile que ça. Et j'ai évidemment repéré la phrase du Sémillant, porte-parole du gouvernement, je pense qu'il ne comprend pas la portée de la phrase qu'il dit lui-même. C'est ça d'ailleurs qui m'inquiète beaucoup.
C'est souvent le cas du reste. Pareil pour chef de l'État, au passage. Nous sommes engagés dans la redéfinition du contrat social, dit Gabriel Attal, avant de parler des devoirs et des droits. Ah, c'est quoi ce contrat social d'aujourd'hui alors qui devrait être redéfini? C'est un contrat social dans lequel, paraît-il, qui repose sur cette conviction que j'ai des droits avant d'avoir des devoirs. C'est une réflexion qui n'est pas nouvelle. Si nos auditeurs trouvent dans leur bibliothèque ou pas très loin d'eux ce très beau livre de la philosophe Simone Veil qui s'appelle L'Enracinement, ils verront dans le premier paragraphe, le premier chapitre, une réflexion justement sur l'articulation des droits et des devoirs. Faut-il dire, se demande Simone Veil, si les droits sont antérieurs aux devoirs ou bien si les devoirs sont antérieurs aux droits? Et elle dit, c'est cette démonstration qui est lumineuse, si je dis moi, en face de vous, j'ai des droits avant d'avoir des devoirs, et que vous me dites la même chose, aucun de nous deux n'est assuré de voir ses droits respectés par autrui. Parce que si je passe mon temps à revendiquer mes droits, et c'est tout, en face de gens qui passent leur temps à revendiquer leurs droits, et c'est tout, alors en réalité, personne n'a de droits. C'est la société dans laquelle nous sommes. Si à l'inverse, avant de revendiquer mes droits, je me reconnais obligé à votre égard parce que vous êtes une personne humaine, et que vous, réciproquement, vous vous sentez obligé à mon égard parce que vous êtes une personne humaine, alors nous avons, vous et moi, l'assurance que nos droits seront préservés et garantis parce que nous commençons par nous reconnaître obligés à l'égard de quelqu'un, à l'égard de tous en fait. En ce sens, et en ce sens seulement, il est légitime de dire que le devoir prime le droit. Le sens dans lequel le dit le porte-parole du gouvernement, c'est évidemment pas celui-là, parce que je suis pas sûr qu'il ait lu Simone Veil. Et s'il l'a fait d'ailleurs, c'est très bien, mais visiblement il a oublié. Avec une autre. Il a oublié, il a peut-être confondu. Non. S'il s'agit de dire le contrat social que nous voulons reposera sur davantage de contraintes légales que d'autorisations, ça n'est pas du tout le même sens que celui que je viens de développer. Or, la notion de devoir et de droit, vous voyez bien qu'elle est ambiguë, enfin, elle est analogue, diraient les philosophes. C'est-à-dire que moi, je la traite sur le plan moral, sur le plan d'attitude du sujet à l'égard de ses semblables. Lui, il la traite sur le plan légal, c'est-à-dire il dit les droits, ce sont des autorisations données par la loi, les devoirs, ce sont des interdictions formulées par la loi. Et donc, il est en train de dire, nous entrons dans un monde dans lequel il y aura davantage d'interdictions que d'autorisations. On renverse, ça n'est pas rien. On est en train de renverser les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme, je n'en fais pas une Bible moi, mais eux, oui, dans lesquels il est dit en substance, avec cette phrase pivot qui est la clé de l'interprétation de la crise sanitaire d'aujourd'hui, la loi ne peut pas, autorise tout ce qu'elle n'interdit pas. Et personne ne peut être contraint de faire ce qu'elle n'oblige pas. Si vous inversez cette tendance, et si vous rentrez dans un régime limité d'autorisation, alors vous changez de monde. Et la vraie redéfinition du contrat social, c'est ça. C'est pas le contrat social, c'est le contrôle social. C'est-à-dire un régime dans lequel les interdictions sont limitées et les libertés consistent à faire tout ce qui n'est pas interdit. Le nouveau contrat social de M. Macron, c'est l'inverse. C'est-à-dire vous n'avez le droit de faire que ce qui est autorisé, littéralement. Le reste, vous êtes inaccessible. C'est ça, la définition du contrat social. Le projet d'Emmanuel Macron, et c'est pour ça qu'il faut le battre. Enfin, il n'y a même pas de question à se poser. Battre Macron, ça semble être effectivement quelque chose qui vous tient indispensable. C'est la personnalité politique qui vous irrite le plus de ces dernières années? Oui, je pense. Qui vous inquiète le plus? Oui. Imaginons tout de même qu'Emmanuel Macron soit réélu. Ah, quelle horreur. En 2022. Quelle horreur. Qu'est-ce qui vous inquiéterait dans ce nouveau quinquennat? Je sais que vous tient à cœur la question de l'identité numérique, la question de la monnaie, de l'euro numérique peut-être, en tout cas le contrôle globalement des personnes. Ce qui, à votre avis, serait le plus dangereux pour un nouveau quinquennat? Ce qui m'inquiète, c'est la conjonction, la continuation de ce que les Français ont subi depuis 2 ans et demi, 2 ans à plus de 2 ans, et de ce qu'a dit Emmanuel Macron, nouveau président de l'Union européenne, depuis quelques semaines.
C'est-à-dire d'un côté, l'installation d'une société dans laquelle les libertés individuelles et les libertés publiques sont rabotées tous les jours. Ici, je me contrefiche de savoir quel est le motif. Je ne m'intéresse pas ici au point de savoir si c'est justifié ou pas. Je ne dis pas ça. On pourrait en débattre si on veut, mais ce n'est pas le sujet. Et je vois que la liberté de travailler, celle de circuler, celle de se réunir, celle de manifester, celle de profiter des fruits de son travail, celle de s'embrasser, de se serrer la main. Faut quand même se rendre compte que nous sommes dans un pays membre du Conseil permanent, du Conseil de sécurité de l'ONU, 6e puissance du monde, dans laquelle le Premier ministre vient à la télévision pour dire « Arrêtez de vous embrasser, de vous serrer la main, et si vous êtes grands-parents, vous dînerez au réveillon dans la cuisine pendant que vos enfants dîneront dans la salle à manger. » Est-ce qu'on peut se rendre compte 2 secondes, de ce que ça signifie? Je laisse nos auditeurs réfléchir à tout ça, ils le savent déjà d'ailleurs, mais voilà le pays dans lequel nous sommes. Je ne parle pas de la liberté d'expression, de la censure sur les réseaux sociaux, de la censure par le gouvernement, des atteintes à la liberté d'éducation dans la loi sur le séparatisme. Et je pourrais en lister comme ça une quinzaine. J'ai fait l'exercice d'ailleurs dans une des vidéos que j'enregistre les vendredis après-midi, qui s'appelle « Vendredi c'est poisson », que certains de nos auditeurs connaissent sans doute. Voilà le pays dans lequel nous sommes. Nous avons avalé ça très tranquillement. Enfin, ça n'a pas fait de remous insupportable. Et bon, il est vrai que ça nous a coûté 500 milliards d'euros quand même sur le quinquennat. Donc ça n'est pas non plus une petite affaire. Le ministre de l'économie est très fier d'avoir acheté 7 points de croissance en 2021, qu'il a payé 500 milliards d'euros. Ça fait très cher le point de croissance. Si vous voulez faire 2 secondes d'arithmétique, ça valait pas le coup. C'est une très mauvaise affaire. Vu sous cet angle, c'est intéressant. Oui. Un point de croissance, c'est 30 milliards. Si vous en achetez 7 pour 500 milliards, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Pardon d'être basique, mais il y a un moment où il faut revenir à des choses fondamentales. Bon. Eh bien, voilà ce qui s'est passé. Et le président de la République devient président de l'Europe et nous dit voilà ce qui va se passer en Europe. Nous allons signer un pacte migratoire avec l'Union européenne. C'est sur la table de la Commission européenne, hein, c'est pas de sa faute, ça s'est fait. Il a sûrement donné son aval parce que si la France s'était opposée à ça, d'abord ça se saurait. Deuxièmement, la France a signé le pacte de Marrakech en 2019 pour faire venir, consacrant le droit d'émigrer comme un droit fondamental des personnes humaines, donc c'est dans le droit fil. Qu'est-ce que le pacte migratoire européen? C'est très simple. L'Union européenne va décider annuellement, la Commission, d'un quota de migrants qui aura le droit de rentrer en Europe. Chaque pays d'Europe, membre de l'Union, prendra son quota à proportion de sa population. Je la fais rapide. Aucun droit de sélection, aucun droit de tri, aucun droit d'opposition, rien du tout. Dans une circonstance, la nôtre, où nous avons la honte de voir les conditions dans lesquelles les gens qui rentrent dans notre pays vivent. Mais enfin, on devrait demander pardon tous les jours. Tous les jours. Il faut voir, aller porte de la Chapelle, pour ceux d'entre vous qui sont franciliens, voir ce qui s'y passe. Regardez sous le périph' partout. Enfin, pacte migratoire. Impôt européen. Ça, c'est assez peu connu. Dans les cartons de l'Union européenne figure aussi l'idée d'inventer une taxe payée par toutes les entreprises des pays membres de l'Union sur la base de l'assiette du chiffre d'affaires qu'elles réaliseraient grâce aux outils numériques. Cette taxe serait d'environ une dizaine de %, certains disent jusqu'à 12%, quel que soit le montant, quelle que soit l'assiette, quel que soit le motif. Dans les cartons de l'Union européenne, il est prévu d'inventer pour la première fois dans l'histoire un impôt européen. Pas une contribution des États au budget de l'Europe, non. Un impôt européen directement perçu par quelque chose qui n'est pas un État. La Commission européenne n'est pas un État, l'Europe n'est pas un État, mais elle percevrait quand même un impôt. Ce qui, là encore, il y a peut-être quelques fiscalistes parmi nos auditeurs, ça n'existe, enfin, c'est très curieux comme concept. Troisièmement, cette affaire d'obligation, enfin de politique écologique, qui était un ensemble d'orientations à cause du réchauffement climatique jusqu'il y a quelques mois, et que la présidente de la Commission, Mme von der Leyen, vient de dire, ça n'est plus une orientation, c'est un ensemble d'obligations. La réduction de l'empreinte carbone de chacun des peuples européens va devenir une obligation. Donc nous allons nous trouver sans doute avec des quotas, je ne sais pas comment ça va se passer, mais d'émissions carbone qui sont autorisées par pays, par ville, par personne, je ne sais pas vraiment. Et se surajoute à cela, cerise sur le gâteau, l'identité numérique.
par laquelle, le projet est déjà très avancé, l'Union européenne va nous assigner, à vous, à moi, à tout le monde, chers auditeurs, auditrices, vous aurez le vôtre aussi, un matricule auquel vont être rattachés absolument tous les aspects de notre vie quotidienne qui sont susceptibles de faire l'objet d'une trace numérique ou d'un repérage informatique de quelque nature qu'il soit. Donc, vos comptes bancaires, votre santé, il y a déjà la carte vitale. Si votre téléphone vous dit qu'il faut faire 3 pas aujourd'hui pour éliminer le cholestérol, ben, ça sera rattaché à votre matricule, etc., etc. Et quand on fait la conjonction de tout ça, nous allons vers la société du contrôle social à la chinoise. Je vais prendre un exemple très simple. Malheur à vous si vous roulez encore au diesel, parce que votre fin de vie approche. Eh bien, avec la conjonction de tout ce que je viens d'évoquer, vous serez identifié, repéré par le biais de ce que nous avons tous dans notre poche désormais, c'est-à-dire un téléphone intelligent, pour éviter d'employer des mots anglais. Et puis, vous allez aller faire le plein à la pompe à essence pour mettre de l'essence dans votre voiture avant de partir en week-end. Et malheureusement pour vous, au moment de payer avec votre carte bleue, parce qu'il n'y aura évidemment plus d'argent liquide. Ça ne vous a pas échappé. C'est-à-dire l'offensive contre le maintien de l'argent liquide des banques, de Jacques Attali. Quand Jacques Attali dit des choses, c'est souvent pour le plus grand malheur de l'humanité, mais malheureusement, ça se réalise. J'en profite, n'hésitez pas, on a eu l'occasion d'interviewer Jacques Attali. Ah, très bien. C'est sur notre site livrenoir.fr. Ah bah j'ai pas vu l'interview, mais je vais la regarder. Sur la partie payante, effectivement, pour les abonnés payants, c'est franchement très intéressant. Oui, ça m'étonne pas du tout, mais c'est en général, bref. Donc il n'y aura plus d'argent liquide, donc vous allez payer votre litre d'essence avec votre carte bleue. Puis vous allez arriver à la caisse avec votre... vous allez mettre ça dans la machine, bon. Et le pompiste va vous dire, malheureusement, il va falloir payer une surtaxe parce que vous avez épuisé votre quota d'émissions de mètres cubes de CO2, vous avez acheté trop d'essence, donc l'essence, c'est pas le prix que vous allez payer à la pompe, ce sera plus cher. Ou alors, vous allez faire votre toilette le matin, alors vous vous raserez ou vous maquillerez selon ce que vous jugez utile de faire, comme tous les matins, puis votre miroir avec des capteurs intelligents, il va repérer en regardant votre pupille, parce que paraît-il qu'il y a beaucoup d'informations qui sont contenues dans la pupille, ou le teint de votre peau, que bien aujourd'hui, l'équilibre physiologique que révèle la couleur, la teinture de votre peau ou la dimension de votre pupille, indique à votre assureur qui est connecté au miroir que il va falloir marcher un peu plus que d'habitude, manger un peu moins de gras que d'habitude, parce que sinon vous allez payer une surprime. Aujourd'hui. Puis demain, ce sera une autre chose, parce que maintenant, avec tous ces systèmes informatiques, on peut faire payer jour par jour. Un montant de prime, on peut moduler tout ça, etc. Donc vous voyez, c'est ce que le grand linguiste américain, je le cite souvent parce que c'est un esprit puissant, Noam Chomsky, alors il est furieusement démocrate. Oui. Ce que je ne suis pas moi, mais il est passionnant. Mais c'est très, voilà, il est absolument passionnant. Personnage étonnant. Il a inventé, ou plutôt un certain nombre de ses étudiants et de son groupe de recherche a inventé la notion de capitalisme de surveillance, c'est-à-dire la conjonction entre la puissance financière capable d'imposer des modes de vie, des modes de consommation, où la priorité à la consommation matérielle à des peuples entiers, et d'appuyer ce projet par la surveillance que rend possible la technologie qui passe par nos téléphones intelligents. Donc voilà, ça c'est le projet politique d'Emmanuel Macron. Et vous comprenez bien, quand on fait le lien avec ce que disait Gabriel Attal, je crois hier ou avant-hier, que nous avons mentionné tout à l'heure, que, évidemment, ce projet social-là, il ne peut fonctionner que si la liste des interdictions s'accroît et que la liste des autorisations se réduit. Sinon, ça n'est pas possible. Et donc, vous n'empêcherez pas les gens... Si vous voulez empêcher les gens de manger de la viande parce qu'ils ont mangé leur quota de viande dans l'année, parce que l'élevage des bestiaux, ça fabrique du CO2 et ainsi de suite, mais il faut rajouter ça à la liste d'interdictions. Aujourd'hui, ça n'est pas interdit de manger de la viande. Vous pouvez même en manger 1 tonne dans l'année si ça vous fait plaisir. Malheur à vous, si c'est le cas. Donc voilà le projet de société qui se profile. Pacte migratoire pour finir de déraciner les peuples et de casser les solidarités collectives, parce qu'un des effets de la migration, malheureusement, et ça n'est pas la faute des migrants, c'est la faute des rapports quantitatifs de population, c'est aussi simple que ça. On casse les structures collectives, on les affaiblit en tout cas. On fabrique l'identité numérique, on supprime l'argent liquide, on renforce les pouvoirs technologiques et la surveillance par tous les moyens numériques possibles, ce qui est le cas en France. Et enfin, on
On fabrique un ordre social qui est centré sur la réduction de gaz à effet de serre et du réchauffement climatique, parce que paraît-il que c'est la dernière raison de la vie terrestre. Voilà le projet politique de M. Macron. La question qui est posée aux Français, c'est de savoir s'ils en veulent ou pas. Moi, je n'en veux pas. Sur le sujet, j'invite vraiment ceux qui nous écoutent, mais vous connaissez sans doute l'auteur, mais à lire un essai tout récemment paru, La société de surveillance, stade ultime du libéralisme. C'est Guillaume Travers. Absolument. Je dialoguais ce matin même sur Radio Courtoisie avec lui. Ah ben voilà. Voilà, un très bon sujet. Vous avez, parmi vos nombreux essais écrits sur l'islam à la conquête de l'Occident, on ne va pas en parler beaucoup parce qu'on aborde cette thématique assez régulièrement sur cette émission. Très rapidement, est-ce qu'il y a, en écrivant ce livre, quelque chose qui vous a frappé particulièrement ou une chose, un message que vous souhaiteriez faire passer? La très grande difficulté que nous aurons à faire en sorte que les Français musulmans se livrent au même exercice critique que celui que nous, chrétiens, nous avons accompli sur nos propres textes sacrés. Ce qui solidifie le plus le christianisme aujourd'hui, même s'il est très fragile, même s'il est très... Bon, et quoi qu'en dise Michel Onfray, que je salue d'ici, et nous avons discuté de ça plusieurs fois, lui et moi, la doctrine chrétienne est une doctrine éprouvée sur le plan intellectuel. Elle a été contestée 150 fois, elle l'est toujours d'ailleurs, mais c'est très bien, c'est tant mieux. Ça nous oblige, nous autres, à faire les efforts de recherche, d'argumentation, de compréhension, de synthèse qu'il faut pour répondre à tous ceux qui nous présentent des objections. Le jour où les musulmans entrent dans cette mécanique critique, je ne sais pas s'il restera grand-chose de la cohérence des textes sacrés, que ce soit le Coran, les fameux hadiths ou la biographie officielle de Mahomet. Je ne suis pas sûr qu'il en reste grand-chose parce que on commence à comprendre petit à petit que tout cela relève d'une construction historique pour des motifs politiques en réalité, dans laquelle des générations et des générations ont été engouffrées comme si c'était une parole sacrée. Ce qui est très compliqué, c'est que je me mets à la place, je l'ai écrit d'ailleurs comme une des conclusions de mon livre sur l'islam à la conquête de l'Occident, c'est impossible à entendre pour un croyant. Le fait que depuis qu'il est tout petit, et son père et son grand-père et son arrière-grand-père avant lui et ses parents, etc., ont été instruits dans quelque chose qui relève d'une forme de falsification. C'est impossible à entendre, c'est inacceptable. Malheureusement, d'un certain côté, ce qui est inacceptable pour eux est pour nous, d'une certaine manière, une condition d'assurance du fait qu'on parle bien de la même chose et que ce que nous considérons, nous, comme normal, c'est-à-dire l'exercice critique de la raison sur quoi que ce soit, peut aussi s'exercer sur les textes sacrés de l'islam et sur leur cohérence et sur leur articulation. Si les musulmans de France, les Français musulmans eux-mêmes ne font pas cet exercice, il se fait sans eux. J'y ai participé moi-même, beaucoup d'universitaires français, mais dans d'autres pays aussi, une tradition très, très installée en Amérique du Nord qui commence à entrer dans cette démarche critique. Si la critique se fait de l'extérieur, nous resterons en opposition pendant longtemps. La difficulté, c'est que effectivement, la communauté musulmane qui est en France doit absolument faire cet exercice aussi. Sinon, il restera entre nous quelque chose qui sera difficile à combler. Dernier essai en date, La Voix du peuple. C'est plutôt institutionnel cette fois-ci. Alors là, j'avoue, je ne l'ai pas lu. Je me confesse. C'est un excellent livre. Il n'est pas fatigant à lire, vous verrez. Oui, c'est une réflexion sur après 3 ans et demi, puisque il est paru en octobre 2020. Après 3 ans de régime macroniste et de constat sur la vie institutionnelle française et la vie de la société française, dans la droite ligne de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la mise en œuvre de cette conviction selon laquelle, si on ne respecte pas la personne humaine, mais les groupes humains que la nature donne à l'homme pour apprendre à vivre en société, la famille, l'entreprise, l'association, le territoire, c'est-à-dire là où on a ses racines biologiques et là où on est éduqué et on apprend la vie en société, là où on participe à la production de richesses, là où on apprend la gratuité au service de tous, et là où on trouve ses racines locales et géographiques. Ces 4 lieux, la nature nous les donne. Elle nous donne un 5e, qui est la nation, la collectivité,
la patrie, si vous préférez. Alors, il y a un débat entre les deux. Je ne prétends pas qu'il soit synonyme, mais admettons que ce soit pour notre conversation et sa commodité la même chose. Si on ne respecte pas ça, on ne peut pas prétendre organiser la société de manière efficace. Emmanuel Macron n'a eu de cesse que de détruire ces corps intermédiaires. Et donc, la réflexion de ce livre, ça consiste à se demander comment, dans le paysage politique, social, institutionnel qu'est le nôtre, comment replacer les corps intermédiaires au cœur de la décision publique et au cœur de l'organisation de la société. Et quelles réformes institutionnelles faut-il faire pour que le fait de replacer ces corps intermédiaires au cœur de la vie politique ne soit pas simplement un vain mot, pas simplement des droits formels, comme dirait à nouveau Karl Marx, mais des droits réels. Voilà quel est le sens de cette réflexion qui passe aussi par un réenracinement, une redistribution des pouvoirs au fond. La souveraineté doit revenir au sens strict au peuple, le pouvoir à l'État et l'autorité au chef de l'État. Et si on ne fait pas cette répartition des responsabilités, si on ne met pas le chef d'État à l'écart des turbulences quotidiennes de la vie politique, donc on rétablit le septennat, on fait en sorte que personne n'est à se demander si 2 mois avant la fin de son mandat, le président se représente, un septennat unique, une seule fois, donc vous êtes président de la République pour 7 ans, vous avez le temps qu'il faut pour faire des réformes, vous êtes détaché de la vie politique, mais précisément parce que vous avez le temps, on peut donner sans risque cette fois-ci davantage de pouvoir à l'Assemblée nationale et au Parlement, parce que c'est là que les décisions se prennent. On demande au chef d'État de gouverner, de prendre les grandes orientations. Le gouvernement et le Parlement font le reste. C'est l'esprit de notre Constitution. C'était avant l'absolutisme qui a fait beaucoup de mal à notre histoire de France et à notre pays. Le sens de l'organisation de la vie politique en France. Et puis on consulte le peuple systématiquement sur des sujets importants et qui concernent son avenir. On réinstalle le référendum de manière régulière. Et voilà, on retrouve comme ça une forme d'équilibre bienvenue, je crois, auquel tout le monde aspire. Quel serait votre gouvernement de rêve? Un gouvernement très... On se lâche un peu, mais des personnes, je veux dire... des personnes... c'est très irritant, mais... C'est très difficile, mais je pense qu'il faut... Un gouvernement de rêve, j'ai pas de nom particulier à vous donner, parce que d'abord, je ne voudrais pas vexer ceux qui ne seraient pas cités. Ça me permettra comme ça de me fâcher avec personne. Là, on voit que vous êtes un peu... Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'abord, un gouvernement ramassé, restreint. J'ai écrit quelque part que, dans ce livre, je crois d'ailleurs, je crois, c'est certain, que je crois qu'il faudrait inscrire dans la Constitution le fait qu'il n'y ait pas plus de 15 ministres de plein exercice et pas plus de 9 secrétaires d'État. 24 personnes pour gouverner la France me paraissent déjà beaucoup, de déterminer un plafond. Deuxièmement, dans le gouvernement idéal, il n'y a pas de ministre de la Santé qui soit médecin. Pas de ministre de la Justice qui soit avocat ou magistrat. Et surtout pas un soldat. Pas un soldat à la défense, pas un chef d'entreprise à Bercy, etc. Tout ça relève d'une logique qui ne me paraît absolument pas... Et une directrice d'école à l'éducation nationale. C'est ça. Donc ça il faut éviter tout ça à toute force, parce que sinon vous n'en sortez pas. J'imagine assez bien un gouvernement dans lequel il pourrait y avoir davantage de femmes que d'hommes. Donc je suis contre la parité en ce sens. S'il y a davantage de femmes compétentes que d'hommes à placer au poste de responsabilité, il faut les faire venir. Quatrièmement, un gouvernement qui serait composé de gens qui sont des cabossés de l'existence. Je crois beaucoup dans le cabossage. Et je crois que quand on a payé son tribut, ou une partie de son tribut à la vie, on peut être un homme très instruit, très intelligent quand on a 25-30 ans, bien sûr, très talentueux, très rapide, très tout ce que vous voulez, mais je crois qu'il manque une dimension. Chacun son tour, d'une certaine façon. Il faut avoir un peu traversé des épreuves et avoir vécu des situations différentes pour être un bon gouvernant. D'ailleurs, si la France est dans l'état où elle se trouve aujourd'hui, c'est probablement à cause de l'inexpérience de ceux qui la dirigent, que ça soit au Parlement ou au gouvernement ou à l'Élysée. Et puis beaucoup de sagesse. Enfin, moi, j'ai la chance d'avoir fait des études longues et d'avoir pris eu le temps d'étudier tout ce que j'ai pu étudier ou écrire ce que j'ai écrit. Et je crois beaucoup dans l'expérience humaine, bien davantage que dans les grands CV. Et surtout, alors, il y a 3 grandes vertus, de mon point de vue, qui sont indispensables en politique et qui pilotent le reste: le courage, la vérité et la loyauté. Une fois qu'on a ça, on peut voyager partout. D'abord, le sens de la révolte.
la capacité de se mettre en colère. C'est ce qui me manque le plus ces temps-ci. Ça peut vous surprendre parce que quand on gouverne, la première chose à laquelle on aspire, c'est que tout se fasse dans le calme. Mais il faut se méfier de l'eau qui dort. Je préfère des colères exprimées que des choses qui ont l'air de sommeiller comme ça tranquillement. Et bon. Et je trouve que ce qui a fait notre histoire, on a fait nous une révolution tous les 30 ans, et quand on n'a pas fait de révolution, c'est parce qu'on était en guerre. Donc c'était assez tranché. Chaque génération a eu son trouble majeur avec lequel elle a dû apprendre à vivre et à déconstruire puis reconstruire le pays. C'est le flot de notre histoire est comme ça. Bon. Ça nous manque beaucoup sans doute, mais on est en train de vivre des révolutions silencieuses qui font pas de bruit, qui font beaucoup de dégâts psychologiques plutôt que physiques, enfin, qui détruisent les existences sociales, à défaut de le faire de manière corporelle. Et ce que je vois, c'est que le sentiment de révolte s'étouffe. D'une certaine manière, le matérialisme a pour l'instant remporté une bataille qui est celle de la primauté du confort sur l'exigence morale et spirituelle. Je ne dis pas religieux, j'ai bien dit spirituel. Moi, je ne suis pas ennemi du religieux, vous avez bien compris, mais je ne veux oublier personne. Et c'est cette capacité de se mettre en colère que j'aimerais retrouver, parce qu'elle est, en France en tout cas, je ne dirais pas ça d'autres peuples, mais chez nous c'est très net, elle est d'une certaine manière la condition de beaucoup d'autres choses. Elle est la condition de l'inventivité, de la compétition, enfin la zizanie entre les Français est aussi sans doute la meilleure caution et la circonstance la plus favorable à l'inventivité, à la compétition, enfin il y a quelque chose de très... Et puis la deuxième chose que j'aimerais retrouver, c'est peut-être pas tout à fait lié, mais c'est l'ensemble des traditions qui font notre culture. Je suis frappé de voir la vitesse à laquelle notre patrimoine passe dans des mains qui ne sont pas françaises, qui ne sont pas de notre pays. Non pas que les gens qui les acquièrent n'aiment pas notre pays, mais c'est pas le cas de tous. Et les fruits s'en vont la plupart du temps à l'étranger. Je crains de voir les exploitations agricoles qui ne trouvent pas de successeurs, de la viticulture qui se porte mal, beaucoup de nos traditions, de nos métiers, des métiers de nos terroirs qui disparaissent petit à petit, la difficulté d'exercice de nos marins-pêcheurs, nos maraîchers, enfin tout ça, c'est la France, tout ça. C'est-à-dire que la France s'est construite aussi sur son rapport à la nature, sur son rapport à la nourriture, à la convivialité. Tout ça est quand même très, très présent chez nous. Et voilà, quand on aura trouvé à la fois le sens de la colère et une partie de nos traditions, on ira beaucoup mieux. Ça bousculera ceux qui gouvernent, hein, mais ça fait du bien d'être bousculé quand on gouverne malgré tout. Allez voter le 10, le 24 avril prochain au présidentiel, ensuite aux législatives au mois de juin. Ne vous trompez pas de candidat. Imaginez-vous bien que, pardon de faire un peu de campagne électorale, mais vous me donnez l'occasion, il y a les candidats qui sont pour une alternance et il y a un candidat qui présente une alternative. Donc ne vous trompez pas. Ce qui est en jeu, c'est votre vie quotidienne. C'est pas simplement des modalités de gestion qui seraient que vous recevriez par la poste une fois de temps en temps. C'est votre vie quotidienne qu'il s'agit. Il s'agit de la France cette fois-ci, pas simplement de la manière de la conduire, la France elle-même. Donc ne vous trompez pas. Moi, j'ai l'espoir chevillé au corps que les Français ne se tromperont pas. Et je travaille pour ça. Et merci de m'avoir permis de le dire cet après-midi. Jean-Frédéric Poisson, merci pour ce très bel entretien, cette conversation. On a abordé beaucoup de sujets, la philosophie, bien sûr, votre parcours, votre engagement politique. J'espère que vous tous qui nous avez écoutés, cela vous a plu. En tout cas, continuez à partager cette vidéo si vraiment cela vous a intéressé. Partagez aussi vos impressions de Livre Noir à tous ceux qui vous entourent. Et puis abonnez-vous, bien sûr, à la chaîne payante Livre Noir, notre plateforme livrenoir.fr, où vous aurez énormément de vidéos exclusives. Très, très bonne soirée à vous.